c'est parti. Voilà. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écrit un livre qui m'a beaucoup interpellé, La grande réinitialisation. Dans le cadre, notamment, c'était aussi le thème du World Economic Forum de l'année dernière. Et dans ce livre, vous dites que la crise Covid, c'est un moment fondamental puisque beaucoup de choses vont changer à jamais. Peut-être nous expliquer ce que veut dire ce terme, en quoi ces changements vont-ils être aussi fondamentaux après cette crise? Merci à vous tout d'abord, Stanislas, de me recevoir. Effectivement, l'une des pensées fortes du bouquin, c'est d'expliquer que la crise du Covid, de la pandémie, a été un révélateur au sens photographique du terme. Elle a mis en exergue toutes les fragilités, les lignes de tension qui existaient. Elle les a exacerbées, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la géopolitique, des questions sociétales, de l'environnement, de la tech. Et lorsqu'on fait face à une crise existentielle aussi profondément forte que le Covid, même si cela ne s'est pas traduit par autant de morts que pour les pandémies passées, mais c'était une crise existentielle. On a tous senti passer le vent du boulet partout dans le monde, dans tous les pays du monde. Elle nous force à un travail d'introspection, elle nous force à réfléchir. Et je pense qu'on a tous aujourd'hui un regard différent sur ce quoi demain doit être fait par rapport à l'avant-crise. Ça nous a ouvert les yeux sur les problèmes auxquels on est confronté en tant qu'espèce humaine, aussi bien d'un point de vue collectif qu'individuel. Mhm. Et vous venez d'en parler, la crise, ce n'est pas la première fois que dans l'histoire du monde, on a ce genre de crise. Dans le passé, il y a eu les grandes pandémies, la peste de Justinien, la peste au Moyen-Âge, etc. Est-ce qu'on est dans un phénomène similaire ou bien… Non, on n'est pas dans un Non, 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 on n'est pas dans un phénomène similaire du tout, parce que les pestes auxquelles vous faites référence, les grandes pandémies, la peste noire, la peste justinienne, enfin je crois que la peste justinienne, elle a rayé de la carte le tiers de l'Europe, si j'ai bonne mémoire, euh, enfin de l'Europe continentale. La peste noire, c'était 60% de la population de Florence, de Toscane. Enfin, il y a eu des pandémies qui ont été infiniment plus dramatiques et mortifères que la pandémie du Covid-19. En revanche, on vivait depuis pas mal d'années avec un sentiment de relative impunité. On avait du mal à imaginer qu'on puisse être frappé par quelque chose qui nous dépasse. Ça fait 15 ans que Bill Gates et bien d'autres mettent en garde le monde entier vis-à-vis de l'émergence d'une pandémie. Mais on vit beaucoup mieux que par le passé. Si on prend les indicateurs qui mesurent notre niveau de bien-être relatif en termes de moyenne, ce qui ne signifie pas grand-chose, mais en termes d'espérance de vie, de mortalité infantile, d'éducation, de lutte contre la faim, de pauvreté, etc. Tout allait beaucoup mieux que par le passé. Et soudainement, on prend conscience de notre fragilité, de la fragilité inhérente de l'espèce humaine. Et c'est dans ce sens-là que la pandémie était un grand révélateur. Et surtout, pour la première fois, c'est une vraie pandémie globale. Quand on vivait à l'époque justinienne, ou quand on vivait à la fin du Moyen-Âge ou au XVIIIe siècle, la peste de Giono au XIXe en France, etc., le choléra, c'était des phénomènes qui étaient très circonscrits en termes régionaux. Là, c'est une vraie pandémie globale et qui nous a fait prendre conscience, je pense, d'une fragilité qu'on avait tous très largement oubliée en réalité. On sentait, qu'est-ce qui explique cet aveuglement qu'on a à la fois de l'histoire et des faiblesses de notre monde? C'est quoi? C'est un sentiment de superpuissance? Je pense que c'est un trait constitutif de notre humanité. On veut oublier ce qui nous fait du mal. Et c'est vrai que ça fait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on vit, surtout dans le monde occidental, d'une façon extraordinairement confortable, encore une fois en moyenne, mais que tout allait mieux que par le passé, qu'on avait le sentiment d'une croissance en termes de bien-être, en termes d'enrichissement, en termes de développement économique, qui nous paraissait inaltérable. Et pof, tout d'un coup, on est frappé. Ça remet en cause beaucoup de choses et ça nous fait réfléchir. Et surtout, ça exacerbe, comme je le disais tout à l'heure, tous les problèmes endémiques auxquels on faisait face depuis
depuis des années. L'inégalité, le réchauffement climatique, la destruction de l'environnement, de la biosphère, etc. Et est-ce que cette crise va renforcer, je dirais, tous les phénomènes qu'on a connus, notamment la mondialisation, l'interdépendance, le monde complexe, ou au contraire, le fait de cette crise, on va décélérer, on va déstructurer, se démondialiser, rapprocher le commerce? Quelle va être la tendance? Alors, c'est un petit peu tout pour le dire. Dans le livre, on élabore différents scénarios. Tout ce que vous venez de décrire, la démondialisation, l'idée de décroissance, l'idée de se reproduire sur soi-même, c'était des tendances lourdes qui apparaissaient depuis déjà quelques décennies, surtout dans le monde occidental. Et donc, toutes ces tendances ont été accélérées par la pandémie. Et on se rend compte que ce qui a malheureusement fait défaut dès le début de la pandémie, c'est cette capacité d'agir collectivement. Alors, ça n'a pas été le cas pour tout vaccin. Il y a une collaboration entre les scientifiques, mais on s'est rendu compte que parmi les États, il y avait vraiment une défaillance du système de gouvernance globale, que c'était chacun pour soi. On s'en est rendu compte tout au long de la crise, tout au long de la pandémie, enfin qui d'ailleurs n'est pas terminée. Et donc, ce que vous décrivez, les phénomènes de démondialisation, d'émergence de populisme, de solutions qui consistent au repli sur le quant à soi, elles existaient auparavant et je pense qu'elles sont exacerbées, qu'elles vont être encore davantage développées par ce qui va se produire dans les prochaines années. On le sent malheureusement. Et peut-être que la seule exception, qui j'espère sera l'exception tenace, c'est celle de l'Europe. L'Europe a offert un vrai modèle de gouvernance régionale et espérons que ce soit un modèle qui soit durable et soutenable. Qu'est-ce qui en est ressorti du dernier World Economic Forum? Parce que vous êtes quand même un des inspirateurs. Vous avez écrit ce livre avec le patron du World Economic Forum, Carl Schwab. C'était le titre, le thème de cette année. Oui. Donc quelle a été la tendance des discussions et quelle est la direction majoritaire de ce qui ressort de tous ces échanges? Alors, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question parce que j'ai dirigé la réunion de Davos pendant 5 ans, à la fin, au début des années 2000, et j'ai quitté le forum il y a 15 ans. Donc, je suis resté très proche de Klaus Schwab, avec qui j'ai écrit ce bouquin, mais je ne suis pas un membre du World Economic Forum et je n'ai plus participé au WEF, aucune réunion de WEF depuis 15 ans. Bon, en revanche, j'ai interviewé pour le livre énormément de décideurs, des hommes politiques, des chefs d'État, des dirigeants d'entreprises, des grands investisseurs, des responsables du monde académique. Et je pense que c'est d'ailleurs une chose qu'on dit très, très clairement dans le livre. Il y a aujourd'hui un sentiment de très grande fragilité, enfin une grande inquiétude sur la direction du monde. Et si on décompose, si on regarde le monde au travers de 5 prismes, et c'est ce que je fais dans mon activité professionnelle aujourd'hui, si on se dit, voilà, le monde, on peut le déconstruire à partir de 5 grandes catégories macro, l'économie, la géopolitique, les sociétés, les questions sociétales, l'environnement et la tech. Il y en a d'autres, évidemment, mais j'ai choisi ces 5 de manière totalement arbitraire, parce qu'elles recouvrent pratiquement la totalité de ce qui constitue l'essence du monde. On se rend compte d'abord qu'elles sont constamment interdépendantes. Et on se rend compte aujourd'hui, on le voit très très bien, que les questions environnementales génèrent des crises géopolitiques majeures. On se rend compte que les crises économiques génèrent des problèmes sociétaux majeurs. On se rend compte que les questions technologiques d'automatisation soulèvent des questions majeures en termes d'emploi. Donc, c'est très compliqué pour les dirigeants, que ce soit encore une fois des dirigeants politiques ou économiques, du monde associatif, d'être capable de connect the dots entre ces différentes catégories. On est chacun, du fait de nos limitations cognitives et de notre éducation, vous êtes avocat, je suis économiste, on est chacun enchâssé dans son silo et c'est très compliqué de réfléchir aux questions d'interdépendance. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans ce livre. Et on se rend compte que, en fait, chacune de ces grandes catégories est totalement interdépendante avec les autres et que non seulement les risques sont en mode de conflation, enfin, ils interagissent les uns avec les autres, mais ils s'amplifient les uns les autres. Donc, ça, c'est compliqué. Et ça nous mène à la question de la complexité.
le monde aujourd'hui est devenu éminemment complexe, tout va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de choses à considérer quand on envisage de régler, de contribuer à la résolution d'un problème. Et ce qui m'a beaucoup frappé, depuis des années d'ailleurs, hein, c'est pas pour le bouquin, mais j'ai pu le corroborer dans le cadre de la rédaction du bouquin, c'est quand on parle de manière très franche avec des dirigeants, des grands dirigeants de grandes sociétés, d'États, de gouvernements, et qu'on a une relation de confiance, très souvent, ces personnes disent aujourd'hui, je suis dépassé par la complexité du monde. C'est vrai que le monde est devenu immensément plus complexe du fait de son interdépendance. Tout va beaucoup plus vite que par le passé. Tout est beaucoup plus transparent, donc il faut scoltiner des problèmes beaucoup plus élargis que par le passé. Les questions même purement personnelles, des questions de privacy, tout est ouvert à tous. Donc, quand vous êtes un dirigeant, c'est un problème énorme auquel on ne réfléchit pas suffisamment. Il y a une personne que j'interviewais pour le bouquin, qui est un professeur de Singapour, qui s'appelle Kishore Mahbubani, et Kishore disait toujours, depuis des années, Kennedy, on l'a considéré comme un grand chef d'État. Si Kennedy était chef d'État aujourd'hui, il serait en prison pour consommation de drogue, pour sa sexualité dévorante, bon, etc. Donc aujourd'hui, la fonction de dirigeant est devenue épouvantablement complexe, et c'est une vraie question. C'est une vraie question de la capacité des dirigeants. Et la solution, la tendance pour sortir de cette crise et retrouver, entre guillemets, du dynamisme et en même temps de faire face aux enjeux, les enjeux climatiques, les enjeux d'interdépendance, les enjeux d'inégalité. Alors, il y a une chose qui m'a donné énormément d'espoir lors de la rédaction du bouquin dont je n'avais pas vraiment pris conscience par le passé, c'est la vague d'activisme, le tsunami d'activisme social, politique, écologique de la jeune génération. Et à mon avis, on doit avoir le même âge, vous et moi, enfin, et tous les dirigeants aux alentours de 60 ans, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Je pense qu'on mésestime très grandement la vague d'activisme qui est en train de sourdre au sein de ce qu'on appelle la génération Z, hein, les jeunes qui ont moins de 26 ans, les millennials également. Et ça va ruer dans les brancards d'une façon, encore une fois, qui va nous surprendre. Et je pense que ce sont eux qui vont forcer cette révolution écologique, qui vont forcer ces mesures visant à résoudre les inégalités choquantes qui sont développées, propagées depuis 20, 30, 40 ans. Et vous parliez tout à l'heure d'indicateurs. Alors évidemment, il y aura des indicateurs pour suivre de manière précise la façon dont les réformes sont mises en place, plus ou moins complexes, plus ou moins rigoureux d'un point de vue méthodologique, conceptuel. Mais je pense qu'au-delà des indicateurs, on sera constamment rappelé à l'ordre par la jeune génération. Et on s'en rend compte aujourd'hui quand vous prenez les questions de RSE, par exemple. Bon, il y a énormément de greenwashing, il y a également beaucoup de gender washing, enfin il y a toutes sortes de washing de la part des grandes boîtes. Ça ne dure jamais très longtemps parce qu'elles sont constamment rappelées à l'ordre par deux groupes d'activistes, d'une part les investisseurs qui sont de plus en plus vocaux et de plus en plus écoutés, et ensuite les jeunes. Donc pour moi, ça a été un petit peu révélateur et une grande source d'espoir pour les prochaines années. Je pense que en particulier, la révolution verte va se produire beaucoup plus rapidement qu'on l'imagine. Et c'est déjà le cas, d'ailleurs, on en voit les prémices aujourd'hui même. Et juste pour rester dans le contexte des indicateurs, le PIB, est-ce que c'est encore un indicateur qui est révélateur et qui peut justement amener ce changement? Alors, le PIB, on l'utilise toujours parce que c'est quelque chose qui est institutionnalisé depuis des années et que c'est un outil commode, mais évidemment, il ne mesure pas la façon dont on se comporte, la façon dont on consomme, la façon dont on est bien. Ça fait des années que c'est remis en cause par une fameuse commission Sarkozy, Fitoussi, Stiglitz, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui réfléchissent
à d'autres indicateurs. Et ce que j'observe aujourd'hui, depuis d'ailleurs ça précède Covid, mais ça a été accéléré par la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de gouvernements, souvent des gouvernements d'ailleurs qui sont menés par des femmes, notamment en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Finlande. Donc il y a, excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne, j'arrête. Et il y a beaucoup de gouvernements qui commencent à prendre en compte d'autres indicateurs, notamment des indicateurs de bien-être. L'exemple très fameux de la Nouvelle-Zélande qui a passé un budget qui est basé sur des indicateurs mesurables relatifs au bien-être sociétal. Et ça, encore une fois, c'est un petit peu comme la révolution verte, ça a été accéléré par la pandémie. La pandémie nous a fait prendre conscience de l'importance absolument fondamentale de la nature et du bien-être. Donc, ça va être des nouveaux indicateurs du futur. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, il y a plein d'économistes extrêmement sérieux qui travaillent sur une batterie d'indicateurs visant à prendre en compte de manière beaucoup plus robuste, rigoureuse, conceptuellement, méthodologiquement, des indicateurs de bien-être. Absolument. Eh bien, merci beaucoup Thierry pour ces premiers mots de cette conférence et d'ouvrir notre réflexion sur les indicateurs. Voilà. Merci à vous, Stanislas. Au revoir.